Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé 5 tendances pour créer des startups technologiques à développement rapide. Alors j'accueille pour ce module monsieur Olivier Personic. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert justement en développement de startups et en préambule, j'aimerais que vous nous expliquiez les quelques points clés qui font qu'une entreprise est vraiment rentable. Alors pour qu'une entreprise soit vraiment rentable, notamment quand elle commence son activité, il faut d'abord qu'elle soit capable d'identifier en permanence ce qu'on appelle l'air du temps. C'est-à-dire qu'elle soit en mesure de capter des éléments de son environnement qui vont lui permettre d'anticiper sur des tendances et finalement d'être meilleure que ses concurrentes parce qu'elle comprendra un peu plus tôt que les autres quelles sont les tendances du marché. Et puis le deuxième point important, c'est qu'elle soit capable d'innover dans son offre. Innover parce que ainsi elle sera meilleure dans la façon de produire, dans le niveau de service qu'elle proposera, et quels que soient les secteurs d'activité, quelles que soient les entreprises, si les porteurs de projets et même les entreprises existantes tiennent bien compte de ces deux facteurs clés, prendre l'air du temps et innover dans son offre, alors elles seront beaucoup plus profitables que les autres. D'accord. Alors on va entrer maintenant dans le vif du sujet. J'aimerais que vous nous indiquiez quelles sont les grandes tendances actuelles pour une start-up technologique à développement rapide. On s'aperçoit aujourd'hui que les startups technologiques sont de plus en plus nombreuses et que celles qui fonctionnent bien sont celles qui respectent un certain nombre de tendances clés qui émergent fortement en ce moment. Ça n'a pas toujours été les mêmes tendances. Il y a 10 ans, on allait sur certains sujets et aujourd'hui, ce qui marche très fort, entre autres, c'est tout ce qui est l'intégration du numérique, donc l'intégration des capteurs et des logiciels dans plein d'autres domaines de la vie ou de l'entreprise ou des produits et services. Ça, c'est la première tendance, les capteurs et les logiciels partout. D'accord. Et vous pourriez nous donner un exemple d'entreprise qui a réussi justement dans cette tendance des capteurs et des logiciels ? Alors un exemple précis qu'on a aidé à constituer, dans le cadre du plan solaire marocain, s'installent aujourd'hui dans le sud marocain, dans le désert, des panneaux solaires considérables, c'est des marchés énormes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, des petites boîtes technologiques sont capables de prendre un petit bout de ces marchés-là. Et les petits morceaux de marché, c'est quelques millions d'euros, parce que c'est des marchés aux milliards d'euros au total. Et un exemple précis, une entreprise qu'on a aidée a identifié que pour faire ces fameux champs solaires, il y avait plein de pompes qui étaient installées, des pompes qui tournent tout le temps, qui font tourner des liquides. Et ces pompes, le risque majeur, c'est qu'elles tombent en panne. Et quand elles tombent en panne en plein désert et qu'il n'y a personne à côté pour les surveiller, ça pose problème. Et donc, cette entreprise a imaginé de mettre à bord de cette pompe des petits capteurs avec un logiciel et une petite puce GPRS qui vérifient en permanence comment vibre la pompe, comment elle tourne. Et lorsque la vibration est un peu différente, ça veut dire qu'elle est en train d'aller vers une panne. Et elle envoie un SMS à la personne de la maintenance, dit « Coucou, je suis la pompe numéro tant à tel endroit dans le désert et je suis en train de tomber en panne, viens me réparer. » Voilà, un exemple précis de développement de produits technologiques avec des marchés considérables derrière, utilisant au maximum cette intégration de capteurs et de logiciels. Alors la deuxième tendance que je voudrais que vous nous expliquiez, les tenants, les aboutissants, effectivement peut-être un autre exemple d'entreprise qui a réussi, c'est tout ce qui concerne prévoir, prédire. Alors, prévoir et prédire, ce sont les grandes tendances, c'est ce qu'on appelle aussi désormais le big data. Être capable d'imaginer quelles vont être les décisions des gens et comment va se comporter le marché et comment va se comporter son client. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on dispose beaucoup plus facilement de beaucoup de données comportementales et en particulier, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont beaucoup de choses à vendre à vous, à moi et à monsieur tout le monde. Et ces grandes entreprises, elles ont besoin de sociétés, donc de start-up qui sont capables de développer des algorithmes un peu particuliers, donc en fait des équations, on peut dire, qui mélangent et vont chercher plein de données diffuses de votre comportement, de ce que vous avez fait, de là où vous êtes allé, et qui sont capables ensuite de proposer ce qui pourrait se passer de manière statistique finalement, parce qu'il y a de grandes chances d'arriver, de grandes chances de vous plaire. Alors donc un exemple précis, une petite start-up là, qui est à Paris a réussi à triturer, on va dire, les données d'une certaine manière pour imaginer que lorsque vous allez passer pas très loin d'un magasin, on va vous envoyer un petit SMS en vous disant « Ah, attention, vous êtes en train de passer dans 100 mètres, il y a tel magasin sur votre gauche, et il y a là une paire de bottes extraordinaires qui va plaire à votre mari. »
et lui-même n'en sait rien qu'il a envie de cette paire de bottes. Mais étant donné tout ce qu'il a fait avant, sur le net, etc., on est capable d'imaginer que cette paire-là de bottes va être très intéressante. Et du coup, le SMS vous dira, mais en plus, si vous y allez tout de suite, vous avez 50% de remise. Donc c'est ça, effectivement, prévoir, prédire, être capable d'anticiper les comportements des gens. Et ça s'applique aussi à plein d'autres domaines, évidemment, de la vie professionnelle ou pour les consommateurs. La troisième grande tendance qu'on va voir donc ensemble, c'est tout ce qui est de mettre en avant donc l'individu et quasiment de faire du sur-mesure. Alors effectivement, cette mise en avant totale, on la voit beaucoup dans les tendances de les gens qui aiment avoir des selfies, qui ont sur les réseaux sociaux créé des sous-groupes, s'échangent des images particulières et qui effectivement sont très attirés et prêts à payer désormais, parce que c'est plus seulement les aspects gratuits, mais ils sont prêts à payer pour avoir des éléments qui sont faits pour eux. Alors, un exemple très particulier là-dessus, puisque aujourd'hui on est même dans ce qu'on appelle la monétisation, parce que le problème de la start-up, c'est de dire mais comment je fais du business, comment je gagne de l'argent avec ce que je fais. Beaucoup, notamment d'applications sur vos iPhones, Internet, etc., sont basées sur les notions de marketing et de pub. On vend de la pub à des gens qui font de la visibilité. Et désormais, il y a des tendances un peu plus précises. On s'aperçoit que le côté individualisme, le côté des gens qui veulent se mettre en avant plus fortement, les rendent capables de payer pour qu'on leur donne des éléments dont ils vont être, entre guillemets, un peu les seuls possesseurs. Ça veut dire que, pour donner un exemple très précis, on a une entreprise qui a imaginé la façon dont vous pourriez, outre partager vos photos, mais en plus y rajouter des commentaires amusants. C'est une tendance très forte chez les jeunes aujourd'hui, de dire bah tiens, je vais poster une photo sur Instagram ou n'importe quel réseau, mais en plus je vais rajouter une petite bulle ou un commentaire ou un smiley particulier. Et bien ces gens-là sont prêts même à acheter une bibliothèque de smileys ou de commentaires qui leur est propre, en disant bah, je paye 1 € pour avoir quelque chose qui est uniquement pour moi. Et on a aujourd'hui des logiciels qui permettent de générer des milliers et milliers de variantes d'avatars ou de smileys, qui fait qu'on a des micro-bibliothèques que les gens vont acheter, vont monétiser pour personnaliser totalement leur expérience photographique ou leurs échanges sociaux. Voilà, donc on est là dans l'illustration totale de la mise en avant de l'individu. On a aussi des entreprises qui ont récemment, un projet lancé depuis quelques mois et ça y est vendu, était au CES de Las Vegas au mois de janvier, une sorte de colonne qui fait des selfies. Et donc on met ça dans des soirées ou dans des lieux divers et les gens regardent donc cette colonne, il y a un appareil photo d'entrée haute définition et c'est tout de suite sur vos réseaux sociaux, sur votre téléphone, avec système d'abonnement, etc. Donc voilà, il y a des tendances très fortes à faire du sur-mesure et de mettre en avant l'individu en tant que tel. La quatrième tendance donc pour les startups technologiques, c'est 3 mots, on va dire, qui vont ensemble: mobilité, flexibilité, rapidité. Alors là également, je vous laisse nous expliquer. C'est effectivement ce qu'offrent comme possibilité les logiciels et encore une fois tout le numérique. Et aujourd'hui, on veut aller de plus en plus vite. De plus en plus, effectivement, on disait le sur-mesure, c'est la flexibilité, pouvoir mettre plein de choses dans les produits. Et on veut pouvoir faire ça de n'importe quel point. Donc là, effectivement, il y a une tendance très forte et notamment le consommateur lambda aujourd'hui veut être capable, par exemple, de piloter chaque prise électrique de sa maison depuis son bureau, depuis n'importe quel point dans le monde, de surveiller si son chien va bien, s'il n'a pas oublié la lumière, etc. Donc il y a une tendance très forte à aller encore plus dans la mobilité, comme ça avait été annoncé il y a fort longtemps par Jacques Attali, par exemple, qui avait insisté sur la notion de nomadisme. Et donc là, on est dans l'absolu nomadisme total, donc mobilité complète. Ça veut dire transporter tout ce que l'on peut transporter avec soi-même. Dans notre téléphone aujourd'hui, dans notre smartphone, on a des gigas de bibliothèques, de films, tout ce qu'on peut imaginer. Mais on a aussi des recettes de cuisine, son album personnel, sa musique, etc. Donc là, rendre mobile tout ce que l'on peut, être très flexible, ça veut dire être capable de lancer des produits ou des applications qui vont s'adapter très rapidement au changement de comportement des utilisateurs et tout ça, être capable de le faire très rapidement, de le mettre très rapidement sur le marché. Donc on peut illustrer ce type d'exemple, enfin de comportement par un exemple d'application qui
permet lorsque vous êtes n'importe où dans une ville, de vous montrer tout ce qui se trouve à 150 mètres à la ronde si d'un seul coup vous avez besoin d'un fleuriste, ou bien d'un restaurant, ou bien de toilettes propres. Hein, on en connaît ces applications amusantes. Et effectivement, l'enjeu aussi pour les gens qui voudraient entreprendre en prenant en compte cette tendance forte, c'est pas de sortir une application ou un élément, c'est d'être capable de générer des sortes de bibliothèques permanentes, d'applications et d'outils qui rendent la vie plus facile aux gens en allant surfer sur ces mots-clés que sont la mobilité maximum, la flexibilité et la rapidité d'accès à des solutions, à des objets, à des services. D'accord. Alors la 5e tendance, c'est celle qui concerne le développement d'un certain nombre de briques technologiques, mais au service des grands comptes. Donc c'est pareil, quels sont les tenants, les aboutissants de cette tendance? Alors ça, c'est quelque chose qui était, on va dire, sous-jacent, mais pas encore fort depuis plusieurs années, et qui depuis quelques mois est devenu évident pour tout le monde, parce que depuis les années 2000, on a des développements de start-up, on crée des applications, des nouveaux produits, mais qui restent dans un monde un peu fermé des start-up. Ces éléments-là, cette technologie très forte, n'a pas beaucoup migré vers l'industrie traditionnelle, ou relativement à la marge. Pourquoi? Parce que les grands comptes, les grandes entreprises ne sont pas, on va dire, câblées comme des start-up, elles ne sont pas connectées de la même manière, elles ne vont pas aussi vite, elles ont des contraintes de fonctionnement particulières, et pendant longtemps, elles se sont centrées elles-mêmes sur leurs propres outils de développement, sur leur propre métier, mais elles s'aperçoivent qu'aujourd'hui, dans le monde extérieur, notamment avec ces start-up, apparaissent plein de technologies et de moyens qu'elles n'imaginaient même pas pouvoir leur rendre service à elles. Donc là, effectivement, il y a des enjeux importants, et les premiers d'ailleurs à avoir pris conscience de cela, c'est l'industrie pharmaceutique, qui en fait a commencé par arrêter de faire la R&D elle-même et à pousser ses équipes à l'extérieur et les a incités à créer plein d'entreprises de R&D qui développent des molécules spécifiques et ils rachètent des résultats très chers une fois qu'ils ont réussi à mettre au point un produit. Donc là, il y a des tendances de ce type-là. Et finalement, ce modèle-là, dont on voit qu'il est clair maintenant dans l'économie actuelle, va se déployer partout dans l'économie des grands comptes. Ça veut dire que les grandes entreprises ont compris qu'elles devaient faire leur marché des startups, mais qu'elles ne pouvaient pas tout surveiller, donc elles vont demander à des intermédiaires de surveiller à leur place. Elles vont mettre des billes à l'avance, donc des moyens financiers sur un certain nombre d'entre elles, pour à la fin racheter complètement celles qui présentent des atouts compétitifs pour elles. Ça veut dire qu'en fait, une des possibilités pour les gens qui veulent faire des startups technologiques, c'est de réfléchir à ce qui peut amener plus de productivité ou plus de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur d'un grand compte. Et je vais vous donner un exemple précis d'une société, d'une startup qui a fait ça et qui s'est développée de manière considérable grâce à ça. Dans le secteur que je vais prendre pour illustrer, c'est l'aéronautique. Les entreprises, elles développent des morceaux d'avion, des portes d'hélicoptères, etc. Et leur métier, c'est dans les matériaux, dans ces projets-là, dans ces produits-là. Et aujourd'hui, une start-up qui, elle, faisait de la vision 3D, et notamment, pour ceux qui connaissent le domaine de la réalité augmentée, ont été capables de développer des systèmes temps réel qui fait qu'aujourd'hui, avec vos téléphones portables, au lieu simplement de viser pour faire des photos, vous regardez et à travers et sur l'écran, vous voyez en même temps non seulement l'objet que vous filmez, mais va se superposer typiquement le mode d'emploi qui est chez l'industriel. Et vous pouvez tourner autour d'un objet, d'un moteur en panne, un système à entretenir, et vous avez en temps réel le système qui va, en même temps que vous tournez autour de l'objet, va surimpressionner sur votre téléphone l'image 3D venant du mode d'emploi en vous disant c'est tel boulon qu'il faut dévisser avec tel outil et va permettre une maintenance effectivement facilitée. Donc typiquement, ça ce sont des outils qui sont extraordinaires pour les grands comptes, qui eux-mêmes ne sont pas capables de les développer, ce n'est pas dans leur cœur de métier, et par contre, qui vont demander à ce que des structures les aident à intégrer ça dans leur chaîne de valeur, parce que la philosophie de la start-up, elle est assez différente de la philosophie du grand compte. Et le grand compte dit, attendez, moi je veux que ce soit robuste et que ça aille partout dans mes usines, partout dans mes systèmes. Et là, effectivement, c'est souvent beaucoup plus ardu. Par contre, ça veut dire que la start-up qui va sur ces enjeux-là peut avoir des moyens très forts pour se développer, parce qu'on va être très soutenu par un ou deux grands comptes qui sont les premiers clients clés. Et ensuite, effectivement, va sûrement être racheté quelque part, puisqu'un des enjeux de la start-up qui se crée, c'est créer de la valeur pour, au bout de 3, 5, 10 ans, en général c'est la fourchette, se faire racheter très cher par, des fois par Google, par Facebook. Désormais, les clients futurs, ce seront les Airbus, ce seront les Siemens, ce seront les Bosch, ce seront les gros industriels qui rachèteront des briques technologiques complètes qui auront été développées auparavant dans des start-up. D'accord.
Donc, et pour conclure cette formation sur les 5 tendances pour créer une start-up technologique à développement rapide et donc pour réussir à bien la vendre dans quelques années, je crois que vous avez un dernier conseil pratique pour nous. Le dernier conseil clé, c'est qu'au début de la création de l'activité, il faut essayer de s'appuyer sur un client clé majeur avec lequel on va développer le premier produit, le premier service. Et en même temps, il faut tout de suite être ambitieux, il faut que ce qu'on développe ait a priori un marché potentiellement mondial. À ce moment-là, vous serez vraiment une entreprise à croissance très forte et très rapide. Monsieur Mersonic, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous.